Mes parents m'ont poursuivi en justice, parce que j'ai refusé de donner mon nouveau camion à mon frère. Ils ont perdu le procès, ont dû payer mes frais de justice, et quand mes caméras ont filmé mon frère en train de crever mes pneus, en représailles, j'ai laissé la police lui apprendre ce que mériter signifie vraiment. Mes parents ont passé toute ma vie à traiter mon frère comme un roi, et moi, comme de la main-d'œuvre gratuite. Alors, j'ai dit tant pis. J'ai construit ma propre vie, et j'ai enfin obtenu quelque chose qui était à moi. Il s'avère qu'ils n'étaient pas prêts à laisser tomber. Avant que tout n'explose, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Tyler Hay, j'ai la trentaine, je suis mécanicien d'engins lourds et technicien de grue. Je passe la plupart de ma vie sur des chantiers, au milieu de nulle part, à conduire des machines qui pèsent plus lourd que des maisons, et à faire des gardes assez longues, pour oublier quel jour on est. Ma famille est de retour à Tulsa, Mark et Lisa et mon petit frère Blake, l'éternel favori. La dynamique est simple. Je travaille, Blake reçoit. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais il n'y a jamais eu besoin de le dire. Après des années à vivre, dans des valises, à manger tout ce que je pouvais réchauffer sur un comptoir en acier, et à empiler presque tous les chèques que je gagnais, j'ai enfin fait quelque chose, pour moi. J'ai acheté le camion que j'avais prévu d'avoir, depuis plus longtemps que je n'avais jamais rien prévu, dans ma vie personnelle. Un Chevy Silverado RST 2022. Bleu foncé, des lignes épurées, tout exactement comme je le voulais. Pas un seul centimètre de ce camion ne venait de quelqu'un d'autre que moi. Je suis entré chez le concessionnaire, j'ai signé les papiers, et je suis reparti avec, en ayant l'impression d'avoir enfin franchi une ligne que je poursuivais depuis mes 18 ans. J'ai toujours gardé ma vieille berline déglinguée, surtout pour les semaines de travail et les jours où je ne voulais rien qui touche au Silverado. Elle cliquetait, sentait la poussière et le café renversé, et la radio ne fonctionnait que quand elle en avait envie. Mais elle démarrait, toujours. Le camion était pour moi. La vieille bagnole était pour tout le reste. Quand j'ai enfin eu une série de jours de congé, j'ai pointé le Silverado en direction de Tulsa. Je loue un petit duplex, dans le sud de Tulsa, assez près pour passer chez mes parents, assez loin pour respirer. Je me suis garé dans l'allée de mes parents, en fin d'après-midi. Le soleil frappait la peinture juste comme il fallait, faisant briller ce bleu foncé. Je n'avais même pas encore coupé le moteur, quand la porte d'entrée s'est ouverte, et Blake est sorti. Sweat à capuche, claquettes, cheveux en désordre, comme s'il s'était levé, à midi pile. Ses yeux sont allés directement au camion, rivés dessus, sans cligner. « Oh, punaise !» a-t-il dit, en s'approchant avec ce sourire qu'il arbore quand il veut quelque chose. « Alors, quand est-ce que tu me laisses le conduire ?» Voilà, on y était. Pas d'admiration, pas de félicitations. Juste le même ton autoritaire, qu'il a depuis qu'il a appris à demander des choses sans les mériter. Il a fait le tour du camion, comme s'il procédait à une inspection, pour laquelle il avait l'autorité. Je me suis appuyé contre la portière, et j'ai répondu d'un ton sec et plat. Oui, juste après, que je te donne mon code-PIN. Il a ri, comme si je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Je me suis assuré que le ton de ma voix ne laissait aucune place à l'imagination. Il a continué à tourner autour, quand même, les yeux parcourant chaque détail, comme s'il prévoyait des améliorations, pour quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a tendu la main vers la poignée. J'ai appuyé sur le verrouillage à distance, avant qu'il ne la touche. « Détends-toi », a-t-il dit, l'air offensé. J'allais juste jeter un œil à l'intérieur. « Tu peux jeter un œil, de là où tu es, exactement. » Il a cligné des yeux, confus pendant une seconde, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter une limite. Pour lui, mes affaires étaient toujours juste un lieu de stockage temporaire, jusqu'à ce qu'il se sente prêt à les réclamer. Le Silverado n'allait pas être une de ces choses. Maman est sortie sur le porche, souriant trop largement, jouant son rôle habituel de pom-pom girl, pour Blake. Papa l'a suivi, les mains sur les hanches, scrutant le camion depuis les escaliers. Blake s'est retourné vers eux, essayant d'obtenir une sorte de soutien pour son numéro du grand frère qui partage tout. Ça a l'air cher, a dit papa. Pas impressionné. En train de juger. Ça a l'air mérité, ai-je répondu. Blake a haussé les épaules, comme si c'était lui qui autorisait l'achat.
Oui, c'est cool. Tu sais que j'aurai l'air bien dedans, moi aussi. Heureusement que tu ne le sauras jamais, ai-je dit. Ça a effacé son sourire narquois, pendant une demi-seconde. Puis il est repassé en mode, faut rire, celui où il fait semblant de ne pas être dérangé, pour pouvoir revenir plus tard, et essayer un autre angle. Blake n'abandonne pas les choses, il les met de côté. Maman est descendue des marches, et m'a serré dans ses bras, parlant trop vite de leur emploi du temps chargé, et de la façon dont Blake ne faisait que plaisanter. Papa a continué à fixer le camion, comme s'il calculait son utilité, pour quelqu'un qui n'était pas moi. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu chaque année, où je rentrais à la maison avec de nouvelles bottes de travail, ou de nouveaux outils. Tout ce que j'avais gagné, par moi-même. C'était le regard qui disait, combien de temps avant que ça n'appartienne à ton frère? Blake s'est de nouveau placé, à côté de moi. Sérieusement, tu dois me laisser le conduire, au moins une fois. Comme un baptême, ou quelque chose du genre. Je lui ai fait un demi-sourire narquois. Oui, le jour où tu paieras, une seule facture dans ma vie. Il n'a pas aimé cette réponse. Il n'a rien répondu non plus, ce qui m'a dit qu'il avait mis ce moment, de côté pour plus tard. Alors que le soleil se couchait, et qu'il continuait d'essayer de plaisanter, pour obtenir le camion, cette pression familière, s'est installée. La même pression, qui accompagnait toujours le fait de franchir cette porte. L'attente, que je cède comme il m'avait appris, à le faire. Le même vieux poids, attendant de se resserrer, dès que Blake voulait quelque chose. Je n'ai rien dit, à ce sujet. Je n'en avais pas besoin. Mais je savais que cette visite, n'allait pas rester calme, bien longtemps. J'ai grandi dans une maison, où les règles n'étaient écrites nulle part, mais où tout le monde, les connaissait. Mon père, Marquet, était un ancien sous-officier de l'armée, qui croyait que le volume résolvait tout. Il aboyait des ordres dans la cuisine, comme s'il dirigeait des exercices, sur un terrain de parade. Peu importait qu'il s'agisse des tâches ménagères, des notes, ou de la façon dont on respirait. Si quelque chose l'agaçait, il en faisait une leçon. Maman, Lisa, ne criait pas. Elle utilisait la déception, comme une arme. Elle pouvait transformer n'importe quelle situation, en votre faute, même si vous n'étiez pas dans la pièce, quand ça s'est produit. Ses phrases préférées, étaient des choses comme « Tu veux voir ton père, en colère » ou « Tu sais, Blake t'admire ». Elle le disait d'une voix douce, qui vous donnait l'impression d'échouer, à un test invisible. Entre les deux, le système était infaillible. J'ai commencé à travailler tôt, parce que personne ne m'a jamais dit de ne pas le faire. À 10 ans, je tondais les pelouses, dans le quartier. À 13 ans, j'avais une tournée de journaux, que je faisais avant l'école. À 16 ans, je déplaçais des marchandises dans un entrepôt, après les cours, empilant des palettes pendant que d'autres jeunes, empilaient des brochures d'université. Rien de tout cela, n'a surpris personne. Le travail, c'était juste ce que je faisais. Si quoi que ce soit, papa me critiquait, de ne pas en faire plus. Blake, pendant ce temps, n'avait rien à faire. S'il oubliait ses devoirs, maman blâmait le professeur. S'il cassait quelque chose, papa blâmait l'énergie de l'enfance. S'il mentait, il blâmait son esprit créatif. Et s'il faisait une grosse bêtise, ce qui arrivait souvent, il blâmait tout ce qu'il pouvait. Le temps, son humeur, ses amis, moi. Il a démoli un go-kart dans le jardin, une fois, le fracassant contre la clôture, parce qu'il pensait que drifter sur de l'herbe humide, était une bonne idée. Au lieu de conséquences, maman l'a emmené manger une glace, pour le calmer. J'ai passé le week-end suivant, à remplacer les planches de la clôture, et à redresser le châssis du go-kart, avec des outils que j'avais payés, moi-même. Blake se promenait, en racontant aux gens, qu'il l'avait réparé. Une autre fois, il a volé le vélo d'un enfant du quartier, l'a repeint, et l'a utilisé, comme s'il lui appartenait. Quand le voisin est venu à la porte, papa a dit que c'était un malentendu, et il a fait un chèque, sans me regarder. Même si Blake a essayé, de me faire porter le chapeau, juste devant eux, papa n'a pas sourcillé. Blake était l'innocent. J'étais l'aîné. Coupable d'office. L'école, n'était pas différente. Si je rentrais à la maison avec un A, papa demandait pourquoi, ce n'était pas un A+. Si Blake ramenait un C, il l'accrochait au réfrigérateur, comme s'il avait gagné,
une bourse d'études. Maman disait des choses comme « Blake essaie si fort » tout en me regardant, comme si j'étais censé applaudir. Quand j'ai acheté mon premier jeu d'outils, à 17 ans, chaque euro gagné en empilant des palettes, papa a dit « Bien. Maintenant, tu peux aussi réparer les affaires de Blake. » Ce n'était pas une blague. L'attente était réelle. Mon travail était la propriété de la famille, et Blake se comptait double dans la famille. Le temps que j'obtienne mon diplôme de fin d'études secondaires, je savais exactement comment fonctionnaient les rôles. Je suis parti sur les chantiers, parce que rester à la maison signifiait passer ma vie à soutenir quelqu'un qui n'essayait même pas de se tenir debout. Blake est resté, parce qu'il n'avait rien à faire, pour survivre. Il le gardait dans du coton, le protégeait, le louait pour son existence. Je n'étais pas jaloux, pas même une seule fois. Je ne comprenais juste pas l'intérêt d'élever quelqu'un qui n'a jamais eu à mériter quoi que ce soit. Finalement, j'ai appris la vérité, qui a tout expliqué. Ils n'ont pas élevé 2 fils. Ils ont élevé un prince, Blake, et une bête de somme, moi. Mon travail n'était pas de réussir. C'était de garder Blake à l'aise pendant qu'il flottait dans la vie, sans être touché. Ils ne l'ont jamais admis. Ils n'en avaient pas besoin. Ça se voyait dans chaque liste de tâches ménagères, chaque punition, chaque Tyler, aide ton frère, et chaque Blake ne le pensait pas. Alors, quand Blake a regardé mon nouveau camion, comme s'il avait son nom gravé dans la peinture, ce n'était pas surprenant. C'était le même schéma qui se répétait. La différence maintenant était simple. Je n'avais plus 17 ans, et je n'allais plus jamais jouer le rôle qui m'avait été assigné. 2 jours après ma visite, maman m'a envoyé un texto, disant qu'elle voulait un dîner de famille tranquille, pour prendre des nouvelles. Aucun ordre du jour, aucune allusion à quoi que ce soit, juste un repas normal, soi-disant. Je savais ce qu'il en était, mais j'y suis allé, quand même. Au moins, je voulais voir combien de temps il faudrait, pour que la vraie raison fasse surface. Leur maison avait l'air exactement pareil quand je suis arrivé. La même pelouse clairsemée, la même lumière de Porsche qui vacillait, comme si elle était en train de mourir depuis des années. J'ai garé le Silverado dans la rue plutôt que dans l'allée. Inutile de donner à Blake une autre raison de tourner autour comme un chat errant. Quand je suis entré, Blake était déjà assis à table, sweat à capuche, téléphone à la main, faisant semblant de ne pas avoir regardé, par la fenêtre, mon arrivée. Il a levé les yeux, avec cette expression mi-blessée, mi-suffisante, qu'il maîtrisait depuis l'enfance. Et, a-t-il dit, d'un ton doux et fragile, comme s'il se remettait d'une blessure que j'avais causée. Maman est apparue à côté de lui, avec des assiettes, souriant trop vivement. On est juste content que tu sois là, chérie. Ça fait trop longtemps. Papa se tenait derrière elle, les bras croisés, me jaugeant, au lieu de me saluer. Si je ne le connaissais pas mieux, je penserais qu'il se préparait à donner des ordres. Blake est resté silencieux, laissant le drame monter. Nous nous sommes tous assis. Les banalités ont duré environ 30 secondes. Il se fichait de savoir sur quoi j'avais travaillé, ou où j'avais été affecté dernièrement. Ils ne s'en sont jamais souciés. Ils voulaient en venir à leur sujet. Marc n'a pas perdu de temps. Alors, a-t-il dit, se penchant en arrière comme un juge, sur le point de rendre son verdict. Ton frère a des problèmes de transport. Sa voiture fait des siennes. Tu le sais. J'ai regardé Blake. Il m'a adressé un petit soupir, répété. Les épaules affaissées. Le mode prince blessé était activé. Papa a continué, tu t'en sors bien, là-bas. Bon argent, bonnes heures, tu peux te débrouiller. Le souffle de maman s'est coupé, comme si elle se préparait à sa routine de pleurs. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a fondu en larmes, directement. Blake a juste besoin de quelque chose de fiable, Tyler. Il a eu une année si difficile. Tu sais à quel point il est sensible. Blake a gardé la tête baissée, les mains jointes, comme s'il priait. Une performance parfaite. Puis, Marc l'a dit, clairement et directement, comme s'il énonçait une évidence, au lieu d'exiger quelque chose de fou. Alors, on pense qu'il est raisonnable que tu le laisses prendre le camion. Pas de préparation,
pas de demande, juste le décret. Je n'ai pas cligné des yeux. Non. Maman a eu le souffle coupé, comme si j'avais frappé la table. La tête de Blake s'est relevée d'un coup. Papa s'est raidi. J'ai posé ma fourchette. Je l'ai payé. Je le garde. Simple. Final. Maman a essuyé ses yeux. Chérie, s'il te plaît. On parle de la famille. Blake a besoin d'un coup de pouce. Blake a hoché la tête, ajoutant dans un murmure doux. Ce n'est pas pour toujours. Juste jusqu'à ce que je mette les choses en ordre. J'ai secoué la tête. Non, ce camion est à moi. Le visage de papa s'est crispé. Il a adopté la voix qu'il utilisait quand il pensait que le respect était automatique. Ne sois pas égoïste, Tyler. Ton frère a besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de ce truc en ce moment. Pas comme lui. Il y a une différence entre avoir besoin d'un moyen de transport, ai-je dit, et avoir besoin de la propriété de quelqu'un d'autre. Maman a reniflé, plus fort. Blake s'est agité sur sa chaise, comme s'il essayait de paraître le plus fragile possible. Papa s'est penché, la voix basse mais tranchante. Tu te crois au-dessus de cette famille, maintenant? Tu penses que parce que tu as un salaire, tu peux nous parler de haut? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, mais je ne vais pas donner un camion que j'ai gagné, parce que vous deux, vous ne pouvez pas dire non à Blake. La mâchoire de papa s'est contractée. C'est ton frère, n'est-ce pas? Pas ma personne à charge. Maman a tendu la main, au-dessus de la table, comme si elle pouvait attraper la décision, dans les airs. Tyler, s'il te plaît, pour une fois, fais la bonne chose. Il n'y a rien de juste à lui donner mon camion, ai-je dit. Fin de l'histoire. Papa a essayé un autre angle. Son ton habituel d'autorité paternelle. Fais attention à la façon dont tu parles, dans cette maison. Tu oublies ta place. Je lui ai adressé un petit sourire, froid. Ma place est derrière mon propre volant. Le visage de Blake s'est tordu. Il n'était pas habitué à ce que je mette fin aux choses, sans négociation. Il a marmonné. Tu te crois toujours meilleur que moi. Non, j'ai dit, je pense que je travaille plus dur que toi. Grosse différence. Papa s'est reculé de la table, tapotant ses doigts, comme s'il décidait, s'il devait crier ou sermonner. Maman respirait déjà, par à coups. Blake a chuchoté quelque chose, sur le fait de ne pas être soutenu. Maman l'a répété plus fort, le présentant comme une preuve. Je me suis levé. Le dîner est fini, pour moi. Maman a attrapé sa serviette, comme si elle se préparait, pour des funérailles. Papa a tenté un dernier coup. Tu vas regretter, cette attitude. Je me suis dirigé vers la porte. Je regrette d'être venu, jusqu'ici. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Quand je suis rentré à mon duplex, dans le sud de Tulsa, la première chose que j'ai faite, a été de me garer dans l'allée, de couper le moteur du camion, et de sortir les boîtes que j'avais commandées, il y a un moment. Des caméras pour l'allée, et la porte, que j'avais l'intention d'installer, mais que je n'avais jamais pris la peine de faire. Ce soir-là, je les ai montées, toutes les deux. Rapide, précis, sans hésitation. Je ne l'ai pas fait par peur. Je l'ai fait, parce que je connaissais le schéma. Quand Blake n'obtenait pas ce qu'il voulait, il ne laissait pas tomber, et mes parents non plus. 2 jours après le dîner, j'ai reçu un texto de ma cousine Riley, me demandant si je venais au dîner d'anniversaire de grand-mère, chez tante Denise. Riley n'était pas du genre à semer la zizanie, alors j'ai pris ça, pour argent comptant. Personne de ma famille immédiate ne l'avait mentionné, mais ce n'était pas inhabituel. Il délivrait généralement l'information, de manière sélective. Je suis arrivé, pile à l'heure. L'allée était pleine. Des voitures garées le long du trottoir, les lumières du porche allumées, des voix à l'intérieur. Ça ressemblait à une vraie réunion. J'ai attrapé une tarte achetée au magasin, sur le siège passager, et je suis entré. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le salon n'était pas aménagé pour un anniversaire. Pas de gâteau, pas de décoration, pas de cadeaux,
juste des chaises disposées, en un large cercle. Tante, oncle, cousin, tout le monde assis, raide, les yeux déjà rivés sur moi. Grand-mère n'était pas là. Tante Denise s'est raclé la gorge. Ta grand-mère ne se sentait pas d'humeur à venir ce soir. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Puis j'ai vu Marc et Lisa, debout près du mur du fond, comme des animateurs d'un talk show, et Blake affalé dans un fauteuil, sur le côté, les mains jointes de façon dramatique, l'air d'avoir été blessé, dans un événement tragique. Ce n'était pas un dîner d'anniversaire. C'était une embuscade. J'ai balayé la pièce du regard, une fois. Chaque siège occupé, tout le monde regardait. La mise en scène était évidente, une intervention. Sauf que personne dans la pièce ne pouvait définir ce que j'avais, soi-disant, fait de mal. Mes parents ont dû leur raconter quelque chose d'assez dramatique, pour les faire tous venir ici, cependant. Maman s'est avancée, la voix douce et tremblante. Tyler, on est juste là, pour parler en famille. Papa a suivi, avec un hochement de tête sévère, comme si c'était un tribunal, et qu'il était le juge. Tout le monde est inquiet, de la situation. J'ai regardé Blake, qui fixait le sol, comme la star d'un drame télévisé. Il n'a même pas levé les yeux, pour que ce soit plus crédible. C'était nouveau. D'habitude, il adorait l'attention. J'ai pris une lente inspiration. Très bien, ai-je dit. Écoutons ça. Tante Denise a commencé, d'un ton répété, et tout. On pense que tes parents essaient juste de vous soutenir, tous les deux. Ils s'inquiètent que tu sois inutilement dur. Oncle Pat est intervenu. Ton frère traverse une période difficile. Il a besoin de stabilité. Une cousine a ajouté, il veut juste une chance équitable. Chaque personne parlait, comme si elle avait répété son texte. Les mêmes phrases, le même ton, la même direction. Me blâmer. Excusez Blake. Marc a finalement pris la parole, au centre. Ton frère a besoin d'un moyen de transport fiable, pour remettre sa vie sur les rails. Tu es financièrement en sécurité. Tu peux te permettre de partager. Maman a hoché la tête, retenant ses larmes. On pensait que tu comprendrais, si tu l'entendais de la part de la famille, pas seulement de nous. Blake a finalement levé les yeux, ajoutant d'une voix calme et parfaitement posée, je n'essaie pas de profiter, Ty. J'ai juste besoin d'aide. Il l'a dit comme si j'étais le déraisonnable. Comme si le camion lui appartenait comme par magie, à moins que je ne le défende. J'ai de nouveau balayé la pièce du regard, les visages pleins d'attente. Ils attendaient que je cède, devant un public. C'était tout le but. Une pression venant de toutes les directions. Au lieu de cela, je me suis redressé, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, si vous êtes tous ici pour supplier pour mon camion, mettez-vous en file derrière Blake. La réponse est toujours, non. Silence. Quelques parents ont rapidement détourné le regard, comme s'ils venaient de réaliser, à quel point la mise en scène était ridicule. Riley a caché un rire, derrière sa main. Oncle Pat a marmonné quelque chose, dans le col de sa chemise. Le visage de maman s'est décomposé. La posture de papa s'est raidie. Blake a carrément tressailli. Un petit tic. Qu'il a essayé de cacher. J'ai continué. Vous avez traîné la moitié de la famille ici, pour me faire culpabiliser, et me faire donner quelque chose que j'ai acheté. Si vous voulez aider Blake, allez-y. Achetez-lui une carte de bus, un vélo, une autre voiture. Mais mon camion n'est pas sur la table. Tante Denise a essayé de sauver la situation. On essaie juste de maintenir la paix. Alors, arrêtez d'organiser des interventions, pour un homme adulte qui refuse de travailler, ai-je répondu. Ça a fait déborder le vase, pour quelques personnes. Mon oncle Ray s'est levé, en se raclant la gorge. Eh bien, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Ma cousine Méline a suivi. Oui, je ne savais pas qu'il s'agissait de prendre ton camion. Ce n'est pas comme ça que ta mère me l'a expliqué. Quelques autres ont hoché la tête, en marmonnant. Maman a essayé de les ramener dans le droit chemin. Ils déforment les choses. Je l'ai coupé. Pas de déformation. Vous avez menti, pour me faire venir ici. Vous avez utilisé grand-mère
comme excuse. J'ai de nouveau regardé autour de la pièce. Et vous avez fait perdre leur temps à tout le monde. La mâchoire de papa s'est contractée si fort que le muscle a tressailli sur le côté. On parle de responsabilité familiale. Je me suis dirigé vers l'entrée. La responsabilité ne signifie pas abandonner ma propriété, parce que Blake ne peut pas gérer le fait d'être un adulte. C'était tout. Personne n'a tenté un autre discours. Personne n'a bloqué la sortie. Je suis sorti, je suis monté dans la berline déglinguée, avec laquelle j'étais venu, et j'ai quitté la maison, sans me retourner. 1 heure plus tard, alors que j'étais de retour à mon duplex, Riley m'a envoyé un texto. Juste pour que tu saches, tes parents ont tout planifié, avec Blake. Ils avaient des points de discussion, écrits. Un deuxième message est arrivé, juste après. La plupart d'entre nous ne savaient pas de quoi il s'agissait, vraiment. Ils ont dit que tu agissais de manière instable. Mensonge total. Je les ai remerciés, et j'ai posé mon téléphone. L'embuscade ne m'avait pas convaincu de céder quoi que ce soit. Elle n'avait fait que confirmer exactement ce que je savais déjà. Si Blake voulait quelque chose, mes parents transformeraient toute la famille en outils pour l'obtenir, et ils essaieraient à peine de le cacher. Le procès a commencé un jeudi matin, déposé dans ma boîte aux lettres comme une mauvaise blague. Un paquet épais, les noms de mes parents en haut, et une liste de réclamations qui semblait avoir été écrite par quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, de sa vie. Ils ont dit qu'il y avait une entente familiale. Ils ont dit que le camion était destiné à Blake. Ils ont dit que je retenais un bien promis à mon jeune frère. Rien de subtil, rien de fondé sur la réalité, juste une version réécrite des événements où je n'existais que comme l'entrepôt de Blake. J'ai parcouru les pages, retourné aux signatures, et j'ai vu que Mark et Lisa avaient tous deux signé, comme s'il s'agissait d'un noble acte de devoir. Le nom de Blake ne figurait nulle part. Il n'était pas assez stupide pour apposer sa propre signature sur un mensonge. Il les a laissés faire le sale boulot, pendant qu'il se cachait derrière sa routine habituelle de victime. Je n'ai pas pris la peine d'être choqué. Je n'ai pas pris la peine d'être en colère. Ils avaient essayé la culpabilité. Ils avaient essayé l'embuscade. Et maintenant, ils essayaient une attaque en justice. Ils ne faisaient que monter en puissance, la même demande. J'ai appelé Carter Ningan, un avocat dont un de mes collègues ne jurait que par lui. Le type était dans la trentaine, une voix vive, des yeux encore plus vifs. Après avoir entendu l'histoire, sa première phrase a été « Ils sont complètement fous, mais la paperasse rend les idiots audacieux. Envoyez-moi tout. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Carter a déposé une réponse, et la phase de communication des preuves a commencé. Les semaines suivantes, les échanges se sont intensifiés. C'est là que les choses sont devenues amusantes. Mes parents n'avaient aucune preuve de quoi que ce soit. Pas un seul texto, pas un seul email, pas un seul message montrant un quelconque accord, parce qu'il n'y en avait pas. Toute leur affaire reposait sur des attentes comprises, ce qui n'est pas un argument juridique. C'est une excuse familiale. Carter m'a dit, ils pêchent quelque chose qui n'existe pas, laissez-les gaspiller leur énergie. Pendant ce temps, la fuite des cousins a commencé. Riley m'a envoyé un dossier de capture d'écran du groupe de discussion que mes parents et Blake avaient utilisé pour orchestrer l'embuscade. Ils ont rédigé des points de discussion, listé les parents qui devaient dire quoi, et même répété des phrases de sympathie pour Blake. Les messages étaient horodatés, clairs et embarrassants. Puis, Riley a transmis les messages que Blake avait envoyés en privé à quelques cousins. Je réserve le camion de Tyler. Il va céder. Maman et papa vont le forcer à faire la bonne chose. Il a de l'argent. Il n'en a pas besoin. Une preuve tangible d'arrogance. Une preuve tangible de planification. Une preuve tangible que le procès ne portait pas sur l'équité. Il s'agissait de Blake décidant qu'il méritait quelque chose. Carter l'a ajouté au dossier de communication des preuves, avec un sourire qui disait « C'est déjà plié ». Quelques semaines plus tard, après la planification et l'échange de documents, la déposition a commencé. Blake est passé en premier. Il est arrivé habillé, comme s'il auditionnait pour une publicité sur les difficultés de la vie. Un pull trop grand, des cheveux en désordre,
des cernes qu'il s'était probablement dessinées lui-même. Il s'est assis, a soupiré de façon dramatique, et a commencé chaque réponse par « J'essaie de faire de mon mieux » ou « Ça a été si difficile, pour moi ». Quand Carter lui a demandé quelle preuve il avait de cette soi-disant entente familiale, Blake a cligné des yeux fortement, comme s'il se préparait à pleurer. Ce n'était pas écrit, a-t-il chuchoté. C'était émotionnel. On le savait tous, simplement. Carter n'a pas réagi. Donc, vous n'avez aucune documentation. Blake a laissé tomber une larme. Tyler a toujours été le plus fort. Je suis le plus sensible. Maman et papa ont dit qu'ils rendraient les choses justes pour moi. Il le sait. J'étais assis en face de la table, regardant la performance comme une mauvaise pièce de théâtre. Les larmes coulaient, mais aucune n'atteignait sa chemise. Sa respiration était saccadée, fausse, répétée, prévisible. Carter a fait glisser une capture d'écran imprimée sur la table. « C'est votre message ?» Blake a regardé. Les mots étaient sans équivoque. « Je réserve le camion de Tyler. » Blake s'est figé, puis a bafouillé. C'était une blague. « Compris », a dit Carter. « Et celui-ci ?» Il a fait glisser le suivant. « Maman et papa vont le forcer à faire la bonne chose. » Blake a essuyé une larme, qui n'existait pas. Le contexte est important. Carter ne l'a pas laissé finir. Et ça, il va céder. Même le sténographe judiciaire a arrêté de taper pendant une demi-seconde. Le numéro de Blake s'est fissuré. Les larmes se sont arrêtées. Sa mâchoire s'est crispée. C'était le vrai Blake. Prétentieux et acculé. Ensuite, sont venues les dépositions de mes parents. Mark a d'abord essayé l'autorité, parlant comme s'il donnait un discours de motivation. Il a invoqué des principes familiaux, des règles non écrites, et l'obligation de Tyler en tant que fils aîné. Carter l'a laissé parler, jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle, puis a demandé « Avez-vous des preuves écrites, de cet accord présumé ?» Mark s'est raidi. Ce n'était pas écrit. C'était compris. Carter a hoché la tête, lentement. Compris par qui? Le silence de Mark a répondu parfaitement. Maman a essayé, les larmes et la culpabilité. Elle a insisté sur le fait que Blake avait besoin d'un nouveau départ, et que le camion représentait l'équilibre dans la famille. Elle n'arrêtait pas de me regarder, comme si je les trahissais, en restant assis. Carter a posé une simple question. Est-ce que vous, ou votre mari, avez déjà donné à Tyler de l'argent, des prêts, ou des promesses, concernant ce camion? Non, a-t-elle chuchoté. Et est-ce que Tyler vous a déjà dit qu'il prévoyait de donner le camion à Blake? Non, a-t-elle de nouveau chuchoté. Au moment où ma déposition est arrivée, leur affaire s'était déjà effondrée. J'ai répondu aux questions de Carter, simplement. Quand j'ai acheté le camion, comment je l'ai payé, pourquoi j'ai gardé une deuxième voiture, et ce que mes parents avaient exigé. Pas de mise en scène, pas d'émotion, pas de discours, juste des faits. Quand ce fut terminé, Carter a rassemblé les dossiers, m'a regardé, et a dit « Ils n'ont rien, et maintenant, on a tout ». Il avait raison. Leur procès n'était pas une affaire juridique. C'était un caprice avec de la paperasse, et ça n'allait pas sauver Blake, de la seule chose à laquelle il n'avait jamais été confronté, dans sa vie, les conséquences. Quelques semaines après les dépositions, le palais de justice était plus bondé que nécessaire. Mark et Lisa étaient assis d'un côté, le dos raide et l'air soigné, comme s'ils posaient pour une photo de répertoire d'église. Blake était assis entre eux, dans la même posture impuissante qu'il avait adoptée lors de l'embuscade. Les épaules affaissées, les mains jointes, les lèvres pincées dans une moue permanente. Il ressemblait à un enfant attendant une sucette, et non à un homme adulte devant un juge. J'étais assis avec Carter et Gwen, calme, prêt, et ennuyé. Quand l'affaire a été appelée, Blake s'est lancé, directement dans sa performance. Il a parlé de son année difficile, de sa tension mentale, de son besoin de stabilité, et de la façon dont le camion représentait le soutien familial. Il a lâché des phrases qu'il avait répétées, avec des pauses lentes, comme s'il voulait que la salle d'audience admire l'espacement émotionnel. Mes parents l'ont soutenu, avec de grands yeux et des tons innocents. Lisa se tamponnait les paupières,
toutes les quelques minutes, les larmes à peine visibles. Marc a essayé de jouer le père raisonnable, parlant des attentes familiales, et des promesses comprises entre frères. Il ne m'a pas regardé une seule fois, même pas quand il a expliqué mon devoir, en tant que fils aîné. Carter a pris la parole, et a démonté toute l'affaire, pièce par pièce. Pas d'accord, pas de documentation, pas de message montrant un quelconque plan, pour donner un camion à Blake. Puis, il a présenté les captures d'écran, le groupe de discussion planifiant l'embuscade, les déclarations de réservation, la stratégie de manipulation par la culpabilité. Le juge a lu chaque page lentement, comme s'il attendait que quelqu'un lui donne une raison de ne pas rire. Blake a essayé d'interrompre, 2 fois. Les 2 fois, le juge l'a fait taire. Quand ce fut terminé, le juge s'est adossé, et a laissé le silence s'étirer. Puis, il a rendu son verdict, en phrases nettes et précises. Affaire rejetée, avec préjudice. Les plaignants couvrent mes frais et les honoraires de mes avocats. Aucune preuve d'un quelconque accord. Le visage de Blake s'est effondré. Lisa a eu le souffle coupé. La mâchoire de Marc a tressailli comme s'il mâchait des clous. J'ai remercié le juge, j'ai serré la main de Carter, et je suis sorti de la salle d'audience, en me sentant exactement comme je m'y attendais. Stable, pas triomphant. Le résultat n'avait jamais été en doute. Je suis retourné à mon duplex, garant le Silverado, à sa place habituelle. J'ai à peine eu le temps de fermer la porte du camion, avant d'entendre des pas, derrière moi. Marc. Il a traversé l'allée, avec cette démarche rigide qu'il utilisait, quand il était sur le point d'aboyer des ordres. Pas de bonjour, pas de préambule. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, les yeux rivés, sur les clés dans ma main. « Tu penses que c'est fini ?» a-t-il demandé, la voix basse et tremblante. Ce juge n'a rien arrangé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Il s'est approché, tendant la main vers ma poche, comme s'il pouvait simplement prendre les clés, de la manière qu'un parent arrache un jouet à un bambin. Ses doigts ont effleuré le bord de mon jean. J'ai attrapé son poignet, avant qu'il ne puisse fermer la main. Et c'est ça encore une fois, et tu n'aimeras pas ce que tu garderas. Et ses yeux se sont levés, confus pendant une demi-seconde. Puis il a retiré sa main, rapidement, comme s'il avait touché un fil électrique. Il m'a fixé, la réalisation s'installant. La version de moi, qu'il pensait pouvoir intimider, n'existait plus. Lisa a appelé son nom depuis la rue, la voix tremblante, mais essayant de paraître outragée. Blake était sur le siège passager de leur voiture, regardant par la fenêtre, comme un enfant qui espionne, à travers les rideaux. Marc a maintenu mon regard, 1 seconde de plus, puis a reculé. « Tu es une déception, » a-t-il dit. « Fais la queue, » ai-je répondu. Il s'est éloigné, secouant la tête, comme s'il avait été lésé. Ils sont partis en voiture, Blake se tordant le cou, pour jeter un dernier regard au camion. J'ai mis les clés dans ma poche, et je suis rentré. 3 jours plus tard, je faisais une vérification de routine, sur le Silverado. Rien d'inhabituel, juste une habitude. En m'accroupissant sous l'avant du véhicule, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Le câble du capteur de vitesse de la roue, dans le faisceau avant, avait été coupé, net. Pas effiloché, pas usé. Quelqu'un savait exactement quoi couper pour me coincer plus tard. Cela n'aurait pas tué le camion instantanément, mais cela m'aurait laissé en panne, quelque part de manière inopportune. Peut-être l'autoroute. Peut-être un chantier, à des heures de la ville. Certainement pas, un accident. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas pesté. J'ai juste sorti mon téléphone, et j'ai pris des photos, sous tous les angles. Puis, j'ai récupéré les images des caméras que j'avais installées auparavant, repassant les dernières nuits, image par image. Blake n'est jamais apparu, à la caméra. Ni mes parents. La personne qui a fait ça, est passée par le chemin étroit du côté de la cour, le long de la clôture, le seul angle que ma première installation ne couvrait pas. J'avais l'allée principale et l'approche de la ruelle, mais pas ce passage près des poubelles. Alors, j'ai arrangé ça. J'ai passé la soirée, à refaire toute l'installation. Nouveau support, angle plus élevé, couverture supplémentaire sur toute l'allée, et des 2 côtés du duplex. Pas d'espace, pas de coin mort,
aucun moyen de s'approcher du camion, sans apparaître sur un objectif. Quand j'ai eu fini, je me suis essuyé les mains, j'ai verrouillé les portes, et je me suis assis sur le canapé. J'attendais, parce que le schéma était évident. Quand Blake n'obtenait pas ce qu'il voulait, il passait à la vitesse supérieure. Quand mes parents n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils insistaient davantage, et rien de la semaine passée ne suggérait qu'ils en avaient fini. Le matin où c'est arrivé, l'air était assez froid, pour que mon souffle se transforme en buée, dès que je suis sorti. J'ai verrouillé la porte d'entrée. Café dans une main, sac de travail dans l'autre. La même routine, la même heure, la même allée tranquille, de mon duplex. Puis, j'ai vu le Silverado. Les 4 pneus étaient à plat. Pas dégonflés, crevés, avec des coupures droites et délibérées. Celui qui a fait ça a utilisé une lame tranchante et de l'assurance. Je ne me suis pas approché tout de suite. Je suis resté immobile, observant les angles des coupures, la façon dont le caoutchouc se décollait vers l'extérieur. Pas besoin de deviner. Ce n'était pas du vandalisme, au hasard. C'était un message. Je me suis retourné, je suis rentré, j'ai posé le café, et j'ai ouvert le flux vidéo de la caméra améliorée. J'ai avancé rapidement dans la nuit, jusqu'à ce que la détection de mouvement se déclenche. Il était là, Blake. Clair comme le jour, capuche baissée, visage découvert. Il est arrivé par le chemin latéral, que je venais de couvrir, est entré dans l'allée avec un couteau, à la main droite, s'est accroupi, et a crevé le pneu avant, d'un mouvement rapide. Aucune hésitation. Puis le suivant, puis le suivant. Il a changé de main une fois, a essuyé la lame, sur sa manche, et a continué. Il ne se pressait pas. Il ne se cachait pas. Il ne vérifiait même pas les environs. Il l'a fait, comme s'il croyait que le monde lui appartenait, et que j'étais toujours dans le rôle pour lequel il m'avait élevé. Il a fini, a regardé le camion comme s'il avait accompli quelque chose d'important, et s'est éloigné, sans se retourner. J'ai sauvegardé la vidéo, puis je l'ai sauvegardée à nouveau, sur un disque dur externe, puis je me suis envoyé une copie, par email. 3 versions, aucune chance de suppression, accidentelle. J'ai attrapé les clés de ma vieille berline, j'ai reculé, et j'ai conduit directement, au poste de police. À l'intérieur, j'ai expliqué la situation, à l'agent de service. Il a demandé des preuves. Je lui ai tendu, la clé USB. Il a cliqué sur lecture. Blake est apparu à l'écran, crevant pneu après pneu, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui coupe un gâteau d'anniversaire. Les sourcils de l'officier se sont levés. Eh bien, c'est clair. Cristallin, ai-je répondu. Il a appelé un autre officier, qui a regardé une fois, et a hoché la tête. Oui, on va ouvrir une enquête. Quelqu'un vous contactera, bientôt. Le rapport a été classé, sous les chefs d'accusation de vandalisme, et de méfaits criminels. J'ai signé les papiers, j'ai fourni mes coordonnées, et je suis sorti. Pas d'émotion, pas de drame, juste la procédure. Le temps que je rentre à la maison, la voiture de Mark et Lisa était déjà garée de travers dans l'allée, comme s'il s'était précipité, dès que Blake a réalisé que la police avait été prévenue. Il se tenait sur mon porche, quand je suis arrivé. Lisa a commencé, la première, la voix trop enjouée. Tyler, chérie, on a entendu dire que quelque chose s'était passé. On est venu, pour aider. Mark a hoché la tête, essayant une expression calme, qu'il ne possédait pas. On veut arranger les choses. Les pneus, ça coûte cher. Laisse-nous payer. Je suis passé devant eux, et j'ai déverrouillé la porte. Lisa s'est avancée vers moi. On peut régler ça, en famille, a ajouté Mark. Et Blake peut prendre le camion, les week-ends, juste jusqu'à ce qu'il se stabilise. Comme ça, tout le monde y gagne. Voilà, on y était. L'échange, les conditions, la fausse offre de paix, qui n'était en réalité qu'une énième tentative d'obtenir ce qu'ils voulaient, depuis le début. Je me suis tourné, pour leur faire face. Vous n'allez pas acheter des week-ends, avec ma propriété. Ce jeu est terminé. Le sourire de Lisa s'est instantanément fissuré. Le visage de Mark s'est crispé. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, Blake est apparu au coin de la maison.
Il devait écouter, tout le temps. Son expression oscillait, entre le choc et la fureur. Réalisant que le plan avait échoué, et que je ne cédais pas. « Tu as appelé les flics, sur moi ?» a-t-il lâché. « Tu as crevé mes pneus ?» ai-je répondu. « Tu pensais qu'il allait se passer quoi ?» Il s'est avancé, les mains tremblantes. « Tu fais sérieusement ça, pour un camion ? Sur ma propriété, vandalisée par un homme adulte, qui devrait savoir mieux. » Lisa s'est précipitée, aux côtés de Blake, comme s'il avait été poignardé. Il est bouleversé. Il ne réfléchissait pas, clairement. Marc a pointé un doigt, vers moi. Ça n'a pas besoin d'aller, plus loin. Retire la plainte. On réglera ça, en famille. Elle est déjà déposée, ai-je dit. Et elle le reste. La mâchoire de Blake s'est crispée. Ses yeux sont devenus, perçants. Le numéro de la victime, s'effondrait. Tu es en train de ruiner, ma vie. Non, j'ai dit, tu es en train de ruiner, la tienne. Il m'a regardé avec un mélange d'humiliation, et de quelque chose qui ressemblait, à de la panique. Il n'était pas habitué, à voir les conséquences arriver, par la porte d'entrée. Ils n'ont pas dit au revoir, en partant. Ils sont juste montés dans la voiture, ont claqué les portières, et sont partis en trombe, comme des adolescents pris en flagrant délit de vol, à l'étalage. 1 heure plus tard, les appels ont commencé. Blake d'abord, pleurant, divagant, suppliant, puis criant, insultant, menaçant, puis pleurant, à nouveau. Je n'ai répondu à aucun. J'ai laissé la messagerie vocale se remplir. Quand le dernier appel est arrivé, j'ai décroché, juste assez longtemps pour livrer, une seule phrase. Tu voulais mon attention. Félicitations. Tu as eu le genre, qui vient avec un numéro de dossier. Puis, j'ai raccroché. Sur le chemin du retour, depuis le poste de police, j'ai appelé le garage qui équipe nos camions de chantier. Ils avaient un jeu de pneus assortis en stock, et me les ont gardés. Je suis passé avec la vieille bagnole, j'ai chargé les pneus, et je suis rentré chez moi. Le soir venu, j'avais remplacé les pneus, un par un, avec une clé dynamométrique, et l'esprit tranquille. Après cela, je suis rentré, et j'ai de nouveau, amélioré les caméras. 2 angles supplémentaires, une couverture plus serrée, de l'infrarouge, des sauvegardes automatiques sur le cloud, et en externe. Quand le système a redémarré, j'ai parcouru les paramètres, j'ai vérifié chaque flux, et j'ai cliqué sur sauvegarder. Puis j'ai bloqué, les 3 numéros, Marc, Lisa, et Blake. Appel, texto, tout. Disparu. Le lendemain matin, j'ai pris les papiers, et j'ai demandé une ordonnance d'interdiction de contact. Propre, simple, légale, définitive. Le temps que je rentre à la maison, et que je sorte dans l'allée, l'air était calme. Le Silverado reposait sur de nouveaux pneus, des caméras pointées de tous les angles, les dégâts du matin, remplacés par la clarté. Je suis resté là un moment, non pas pour admirer quoi que ce soit, mais pour reconnaître quelque chose de simple. Ils n'ont pas perdu un combat, pour un camion. Ils ont perdu le droit, d'atteindre ma vie, pour toujours. Et cette fois, ils l'ont compris. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, à cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter, des histoires plus nombreuses, et de meilleure qualité. Merci.